Bonjour Fan. Salut. Merci pour ce moment passé ensemble ici au cœur de Paris. Alors tu sors ces jours-ci, c'est vraiment imminent, le premier tome d'un diptyque qui s'appelle Streamliner, qui paraît chez Rue de Sèvres. Un bouquin formidable. Moi j'ai absolument voulu te voir pour qu'on en parle parce que ce qui m'a stupéfié, c'est que tu as réussi à me passionner avec un sujet dont je pensais qu'il était à 10 000 années-lumière de ce qui peut m'intéresser, qui est le monde des voitures, le monde automobile. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il m'explique comment il réussit ce tour de force de réussir à passionner un béotien de la mécanique comme moi avec une histoire de bagnole comme ça. Oui, enfin, c'est pas véritablement... Enfin, c'est plus un décor, en fait. On peut considérer que tout le côté western mécanique de cette BD, c'est plus un univers, une atmosphère, etc. Mais ce qui compte avant tout, en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en avant tout ce qui est humain, tous les personnages qu'on croise dans cet univers très rock'n'roll, très custom, très hot-road et café racer et tout ça, dans ce désert. C'est une ambiance très Far West, tout ça. Alors, c'est vrai que c'est une imagerie qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé dessiner des autos et des motos. Mais ce qui m'a avant tout intéressé dans cette BD, et du coup ça me fait vachement plaisir que ça t'ait quand même plu, alors que c'est gavé de voitures et qu'il y a un univers très course, très bruyant, très mécanique, les gros V8, ça pollue, ça pue, ça fait du bruit. Mais pour autant, il y a vachement de dialogue et de rapports humains en fait dans cette BD. Et c'est ça qui m'a aussi plu à travailler, quoi. J'ai bien aimé travailler ça. Parce qu'il y a tout un tas de rivalité et de respect, d'amitié qui se crée dans toute cette histoire et puis même une histoire d'amour. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'on passe outre le fait que il y a un univers très bagnole, très mécanique et tout ça, mais finalement, c'est qu'un décor un peu garage. Mais même quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à cet univers-là, il va suivre les aventures et les histoires des personnages avant tout, quoi. La preuve, moi je me suis passionné pour ça. Alors on va revenir sur l'histoire, mais avant toute chose, là aussi pour peut-être les néophytes, le titre, Streamliner, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça renvoie? Streamliner, au départ, c'était le titre de travail et puis finalement, il s'est imposé et c'est resté le titre définitif. Streamliner, si tu veux, c'est un petit peu l'esprit qu'essaye de rechercher Billy Joe, le leader du gang qui débarque dans la station. C'est une espèce de truc un peu inventé, mais inspiré de la réalité. Les Streamliners, c'est des engins profilés. Très puissant, destiné à battre des records de vitesse, notamment sur le lac Salé de Bonneville et tout ça. Et donc historiquement, c'est réel. Et j'en ai fait une espèce de discipline mécanique devenue interdite, parce que trop dangereuse, mais que justement ce gang essaie à sa manière et d'une manière clandestine de réhabiliter, quoi. Et sinon, Streamliner, c'est ça. On évoque souvent les locomotives et les trains. C'est un mouvement design presque en fait, le streamline, qui consiste à pénétrer dans l'air avec le moins de friction possible, quoi. C'est un truc, si tu veux, qui sonne un petit peu patiné, un peu ancien, quoi, parce que ça date des années 40-50, je crois. Et bon, voilà, tu vois. Ce titre est resté. Alors en effet, il peut être énigmatique quand on ne connaît pas, quand ça ne t'évoque rien. Bon, c'est un titre à la fois simple, qui claque, et puis qui sonne un petit peu américain, puisque ça se passe dans une espèce d'Amérique. Qu'est-ce que c'est les origines de cette histoire? Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire-là? L'envie de jeter des personnages dans un endroit qui, pour le coup, a beau être gigantesque, puisque c'est des hectares de désert avec juste une pauvre station-service au milieu, perdue, mais ça reste un huis clos. Et dans ce huis clos, j'ai balancé plein de personnages, avec des caractères assez forts, des rivalités évidentes et conflictuelles, etc. et tout. Et puis je les ai un petit peu laissés faire. Mais mon envie était d'avoir
de me servir de toute cette imagerie que j'ai toujours aimée, toute cette espèce d'Amérique un peu fantasmée, tu sais, aussi bien le Far West que justement les 60s avec les hot roads et tout ça. Et puis, oui, cette ambiance très cow-boy, très, voilà, quoi, tu vois, un petit peu rock'n'roll, quoi, avec des filles un peu, pas délurées, mais Si, en tout cas pas soumises, hein, en tout cas, voilà, des Amazones, tu vois, des guerrières confrontées à des garçons aussi un petit peu à la Marlon Brando et tout ça. Je voulais faire une espèce de gros puzzle avec tout ça, prendre tout ce qui me plaît dans cette espèce d'Amérique un peu fantasmée, tu vois, la route 66, tu vois, j'évoquais le lac Salé, tu vois, fallait que ça sente le soleil de plomb, l'odeur d'huile brûlante et tout ça. J'ai tout mis dans un sac, et puis même, je te dis, les espèces de personnages un peu légendaires comme Billy the Kid et tout, j'ai tout mis et j'ai essayé, enfin j'ai pas essayé, j'ai fait une histoire, mon histoire autour de ce garage, quoi. Cette histoire, elle tourne autour d'une course folle, une course totalement débridée que tu as appelée le run du siècle. Qu'est-ce que c'est que cette course? C'est quoi? Bah, c'est une espèce d'événement qui devient un petit peu l'événement national, alors qu'à la base, c'était simplement la course annuelle de ce gang de hot road pour élire leur nouveau chef. C'est la tradition dans ce gang, c'est tous les ans, le chef remet son titre en jeu et le vainqueur de cette course clandestine, il est élu pour l'année et c'est lui le patron de tout le gang pour l'année jusqu'à ce que, voilà, il y a une course par an. Donc en principe, c'est une espèce d'événement intra-gang qui doit se faire d'une manière assez confidentielle parce que, voilà, et à chaque fois, il faut trouver un lieu idéal, c'est-à-dire pas trop encombré par les flics, etc. Et là, Billy Joe emmène son gang dans l'endroit idéal, puisque c'est une énorme propriété privée, ce grand désert qui appartient au Nil, et il les amène là pour faire sa course. Alors, au départ, ils sont quoi? Ils sont une quarantaine. Le problème, c'est que vient se greffer là-dessus un gang motocycliste entièrement composé de femmes qui veulent en découdre aussi. Ils se disent, il n'y a pas de raison, nous, cette course, on veut la gagner, on va vous mettre une tôle. Elle débarquent d'autres personnes, etc. Des criminels en fuite qui viennent se réfugier là. Des barbouzes un peu, des espions. De tout. Finalement, ce pauvre gang de hot road se retrouve complètement dépassé par les événements parce qu'il y a des fuites dans tout le pays et du coup tous les marginaux commencent à venir là parce qu'ils estiment que cet endroit représente quelque chose une certaine liberté dans un pays qu'on sent un peu castrateur et tout ça. Tout le monde se retrouve là dans une espèce d'énorme Woodstock et nos pauvres hors-la-loi se retrouvent complètement dépassés et puis bah, ça part complètement en couille, quoi. Alors tu l'as dit toi-même, tu as évoqué une espèce d'Amérique transposée. Où on est? Est-ce que c'est vraiment l'Amérique? Et finalement, est-ce que cette histoire-là, elle aurait pu se passer ailleurs qu'en Amérique? Ou est-ce que forcément l'Amérique c'est le berceau de ce genre de choses? C'est peut-être, oui, c'est peut-être le berceau, mais c'était surtout l'endroit idéal au niveau photogénique. Il n'y a rien de plus beau que ces grands espaces, etc. Et c'est certainement là-bas qu'on les trouve. Et puis en plus, il y a une vraie culture record de vitesse, etc. Et tout. Et puis comme moi, je voulais vraiment puiser dans toute ma mémoire de petit garçon entre les westerns, et puis même plus récemment les ambiances un peu à la Tarantino et tout ça. Là, je ne me suis pas gêné pour taper dans l'histoire des États-Unis en prenant la liberté de ne pas m'encombrer non plus de faits historiques trop contraignants pour moi, mon histoire, ma fiction. Parce que ça reste une espèce d'Uchronie. On est dans une Amérique jumelle quand ça m'arrange finalement, tu vois. Bon, j'ai pris ce risque-là parce que je voulais rester libre et pouvoir me permettre de faire par exemple l'histoire d'Ulysadora, le bombardier. Bon, bah, il est clair qu'un bombardier n'a pas pu se retrouver en plein désert américain alors que la guerre était plutôt en Europe, etc., dans la réalité des faits. Mais là, du coup, j'ai tortillé l'histoire américaine. J'en ai fait une espèce d'Amérique jumelle et on se retrouve avec, dans l'historique de mon univers, de l'univers de Streamliner, il y a eu une guerre intercontinentale, quoi, tu vois, un petit peu comme ils ont eu entre le Nord et le Sud à la guerre de sécession, quoi. Donc j'ai tortillé un petit peu tout ça, mais je me suis quand même bien appuyé sur des faits réels, y compris dans des détails techniques de courses anciennes, etc. et tout, parce que ça me semblait important de profiter de cette patine, tu vois. Il faut qu'on sente qu'il y a du vécu dans ce monde-là. Et du coup,
je me suis servi du vécu des États-Unis pour ça, en tout cas en ce qui concerne toutes les courses automobiles et tu vois, tout cet univers-là. Alors j'ai été frappé à la lecture d'une sorte de jubilation qui transparaît tout le long de ton récit, justement à raconter. Il y a une énergie, il y a une fluidité, il y a une pêche qui est vraiment, que tu sais rendre communicative, et ça je sais que c'est un tour de force. C'est beaucoup de boulot derrière, c'est facile d'arriver à ce résultat-là. C'est juste le produit d'un travail naturel chez toi ou il y a énormément de boulot derrière? C'est complètement spontané en fait, ouais, parce que j'ai procédé d'une manière qui pourrait paraître assez casse-gueule et pas très professionnelle, mais j'ai écrit et storyboardé quasiment simultanément et d'une manière un peu instinctive. J'avais une grande ligne directrice bien sûr, mais je m'en suis vraiment remis aux personnages que j'ai injectés au fil de l'histoire, notamment dans le tome 1 où tout le contexte s'installe et où tous ces gens arrivent. Et après, j'ai déroulé un fil dont je ne connaissais pas la longueur. J'ai été un petit peu au fur et à mesure, en confrontant mes persos. Après, si tu veux, après avoir défini leur caractère et tout ça, c'est parce qu'eux qui ont fait le boulot. Et du coup, j'ai pas eu une espèce de gros boulot en amont, d'écriture, ou à essayer de structurer mon scénario, etc. et tout. En plus, ce système de narration en chapitres m'a permis de prendre des chemins de traverse quand j'avais envie de développer telle ou telle chose, de prendre mon temps. Du coup, même au niveau de la mise en scène, j'ai pris mon temps, j'ai fait ça de manière très relax et j'ai pu m'étaler, j'ai pu rythmer à ma guise, etc. Ça n'a rien à voir avec une BD d'humour avec des gags en une page où là, au contraire, la mécanique est très serrée. Là tu te fais ton film comme si tu n'avais pas l'obligation par la production d'en faire 2 heures. Tu peux faire un film de 4 heures, tu t'en fous. Et du coup, c'est beaucoup moins difficile que ça n'y paraît. Et puis, cette façon de dessiner de manière, tu dis, tu évoques de l'énergie, machin et tout, ça c'était juste parce que j'étais complètement dans l'euphorie de le faire, quoi. J'étais comme un gosse à faire cette BD-là. Ça n'a pas été professionnel du tout, ça n'a pas été souffroteux, c'était tout le contraire. C'est même assez plaisant et j'aimerais bien pouvoir continuer à bosser comme ça, quoi. Streamliner, c'est un gros livre. Le tome 1, on est à 150 planches de mémoire. Je crois que le 2 est à peu près du même. Le 2, pareil. Ça, c'est un luxe inouï d'avoir ça quand on fait de la bande dessinée. Ouais. Ça a été facile d'obtenir ça? Ça allait de soi de faire une histoire d'aussi long cours? À la limite, le problème, c'est plus posé pour l'éditeur. Ça pose un problème à un éditeur à partir du moment où on commence à lui fournir, à lui donner une grosse pagination. Moi, en fait, cette BD, je l'ai faite à l'envers. Je l'ai faite sans éditeur. Donc, je l'ai faite par envie et je suis arrivé naturellement à 300 pages parce que mon histoire a atterri tranquillement à 300 pages. Mais j'avais aucune idée de la pagination que ça allait donner à la fin, tu vois. C'est seulement une fois que j'ai eu fini que je me suis mis en quête d'un éditeur et en effet, j'ai vu très vite que cette grosse pagination leur posait un problème parce que moi j'aurais voulu que ce soit un gros one-shot, tu vois. Ah oui, mais ça aurait sorti un bouquin à 30 € prix public, tu vois, c'était un peu rédhibitoire. Donc il s'est posé la question de le segmenter. On n'allait quand même pas en faire une série avec des albums de 50 pages et tout, parce que bon, c'était pas l'idée. Il fallait que ça reste quand même assez condensé, assez rapide en parution. Et du coup, on a naturellement trouvé une coupe avant la course, et puis pendant et après la course. Donc ce one-shot, c'est que finalement on trouvait être un diptyque, mais qui reste, voilà, chacun des bouquins fait quand même 150 pages. Mais moi, perso, je ne les ai pas sentis passer. Je ne les ai pas vus venir. Franchement, c'était de l'hystérie. Hein. Franchement, je crois que j'ai jamais pris autant mon pied. Je bossais à toute vitesse, mais non pas parce qu'il fallait que j'aille vite ni rien du tout, mais parce que j'étais possédé par ce truc. Et le tome 2, c'est septembre. Et le tome 2, c'est là, au mois de septembre, donc dans pas très très longtemps finalement. On laisse tranquillou le temps aux gens de découvrir le 1, mais le tome 2 étant bouclé, voilà, il arrive très vite au mois de septembre. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas à se dire « Oh là là, il va mettre 2 ans pour faire le 2 ». Non, non, il est fait, donc c'est bon, ça roule. Ça roule vite. Alors après Streamliner, la prochaine échéance, c'est quoi? Il y a encore de la mécanique, tu vas nous raconter une histoire de quoi? De zeppelin, de vaisseaux spatiaux? Ah, il y en a déjà un, c'est bon, c'est chiant à dessiner les ballons dirigeables.
Non, 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 c'est pas que j'ai rien, mais je suis encore trop imprégné de Streamliner, j'ai pas encore fait la coupure. Du coup, il me faut encore un petit peu de temps, il faut que la pub redescende parce que je suis pas ressorti de mes personnages, je suis encore avec eux. Peut-être qu'il va falloir attendre la sortie du 2 avant que j'arrive à me libérer et me projeter dans un nouveau projet. J'ai des petits trucs, mais je sens que mon cerveau les bloque encore, je peux pas m'y jeter pleinement. Quelque chose me retient encore avec Streamliner. Ça a vraiment été une expérience intense pour moi, mais vraiment, hein, sérieux, hein, je suis encore avec eux là, donc je me laisse aller, je sais que naturellement je vais me porter vers autre chose, mais pour l'instant rien d'arrêté. Merci Fan, c'était Merci à toi. très intéressant et puis bonne chance pour le livre, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Bon, merci.